Salut à tous, salut à toutes, c'est Corentin pour Corvan's Prod. Aujourd'hui, je vais exaucer un de vos rêves. Ouais, c'est le logiciel qui m'a été le plus demandé. Depuis pas mal de temps, depuis plus d'un an, il se passe pas un mois sans que j'ai des commentaires ou des demandes qui me disent « Tu veux pas faire des tutos Final Cut Pro 10 ? Tu veux pas faire des tutos Final Cut Pro 10 ?» Je pensais pas le faire. Je vous l'ai déjà dit pourquoi, il existe déjà d'excellents tutos très complets et gratuits sur le web. Je renvoie très souvent mes demandeurs à l'excellente chaîne de Rémi Devez sur YouTube qui fait d'excellents tutos sur Final Cut Pro très complets en français, donc de Webs Vidéo. Je vous invite à faire cette recherche sur YouTube. Il y a aussi, je le prends très souvent en référence, le site yakakyak.fr, dirigé par Erwan Lecloirec, qui fait d'excellents tutos dont je vais reparler dans un instant d'ailleurs. Donc voilà, mais puisque je n'ai cessé de recevoir des demandes, vous le vouliez, vous l'avez. Justement, c'est le moment de faire des tutos Final Cut Pro 10. Pourquoi ? Parce que la version 10.4, comme vous le voyez, est sortie pas plus tard qu'hier. Et cette version 10.4 apporte un tout nouveau module d'étalonnage, intégralement refait. Donc, on sent la réponse d'Apple à DaVinci Resolve et à Premiere Pro Lumetri. Donc alors voilà, à ce sujet-là, donc déjà, Erwan a été plus rapide que son ombre pour vous faire des tutos très complets, très explicites sur comment fonctionne ce nouveau module d'étalonnage. Voici, ici, je vous invite donc à aller visionner ces tutos, les liens sont en description. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, Erwan a également fait un excellent tuto pour expliquer ce qu'est la HDR. Ça c'est vraiment utile, c'est transposable sur n'importe quel logiciel, comme ça vous comprenez clairement ce qu'est la HDR. Donc alors l'intérêt de cette première vidéo de présentation, c'est je vais vous apporter ma vision d'étalonneur. Ça fait quelques heures que je joue un peu dessus, j'ai pas encore tout trouvé, et donc ma petite surprise pour les Appleiens, c'est que je vais vous proposer, comme l'intérêt va être, puisque je vous ai fait des tutos DaVinci Resolve sur l'étalonnage, des tutos sur Premiere, sur le Lumetri, eh bien l'intérêt ça va justement être maintenant de pouvoir faire un peu la différence, la comparaison entre ces différents plugins d'étalonnage, et je vais proposer, la surprise pour les Appleiens, une formation, comme je l'ai fait pour le Lumetri, dans Premiere, qui est disponible sur mon site, je vous rappelle, une suite de tutos complète pour vos étalonnages primaires, secondaires, correctifs, continuité, etc., dans Final Cut Pro 10. Pour cela, comme j'avais besoin d'un portable, je me suis racheté un MacBook Pro. Je me suis racheté un MacBook Pro rien que pour mes suiveurs YouTube. Que ne ferait-on pas pour ces suiveurs YouTube, franchement. Voilà. Voilà, donc ici, ce que je vous propose, c'est vraiment une première vue, mon avis d'étalonneur sur ces outils. Je vais peut-être rien vous apprendre, puisqu'il y a déjà les tutos d'Erwan, mais ce coup-ci, c'est à mon tour de m'amuser. On est parti. Alors donc déjà, pour vous parler de mon avis, grosso modo, sur ce plugin d'étalonnage, de ce que j'ai pu en voir jusqu'ici, il y a de bonnes idées. Il y a vraiment des trucs qui sont pas mal du tout, et enfin des apports intéressants par rapport, parce que je rappelle quand même que Apple faisait autrefois l'un des logiciels qui était la référence numéro 1 d'étalonnage en vue de son prix, qui a été le premier qui a démocratisé l'étalonnage sur le grand public. Ça s'appelait Color, avant ça s'appelait Final Touch. Donc voilà, Apple a abandonné ce logiciel à la sortie de Final Cut Pro 10. Donc il y a de bonnes idées, franchement. Il y a même des idées assez intéressantes que j'ai pas vues ailleurs, qui sont assez innovantes, surprenantes. Je vous en parle tout de suite. Bon, par contre, côté continuité et étalonnage secondaire, c'est toujours pas ça. Il y a des trucs qui manquent. Enfin, donc voilà, on va reprendre un peu les rushs de Lovely Day et on va parcourir un peu les nouvelles options. Alors, donc, je vais prendre ici mon plan de référence habituel pour l'étalonnage correctif, qui est le plan de Marlène, qui est, vous le voyez, avec une dominante cyan bleu comme référence. Alors, donc, la première des choses, parlons peut-être de ce module d'étalonnage-ci. Ce module d'étalonnage, en fait, c'est celui de l'ancienne version donc de Final Cut Pro 10, donc qui est présent depuis la Final Cut Pro 10.0, qui a été beaucoup critiqué. Très critiqué. Bon, je vais faire peut-être un peu l'avocat du diable, pas taper s'il vous plaît, mais fondamentalement son principe même de fonctionnement n'est pas mauvais. C'est un HSL, vous voyez, un HSL, Hue Saturation Luminance. Donc vous choisissez le type de couleur, vous appliquez une saturation dans les trois niveau de luminance et dans le master, et ensuite vous choisissez le niveau d'exposition. C'est un classique HSL, donc son principe n'est pas vraiment mauvais. Ce qui est un peu plus compliqué effectivement et qui est vraiment pas pratique du tout, n'hésitons pas de le dire, c'est sa représentation pour le H.
parce que effectivement, on a les trois, les quatre même, points dans un plan rectangle. Alors que, vous le savez, je vous l'ai montré, d'ailleurs, j'en profite, s'il y en a qui arrivent ici et qui ne connaissent rien à l'étalonnage, qui n'y comprennent rien, je vous rappelle qu'il y a mon initiation complète à l'étalonnage sur mon site, je vous mets le lien est en description, comme ça vous pouvez vous initier et comprendre le principe. Donc dans cette initiation, je vous ai parlé du principe fondamental de la roue de couleur. La roue de couleur, en fait, elle permet vraiment de cumuler synthèse additive et synthèse soustractive dans un seul plan qui est très explicite. Or ici, ben oui, à proprement parler, c'est marrant de se dire que Apple a voulu réinventer la roue, au sens propre. Donc dans mon image, je vais supprimer la dominante cyan dans les moyennes lumières. Mais le problème ici, donc, si je supprime le cyan, alors oui, j'ajoute du rouge, on le voit bien. Mais le problème, c'est que sur le plan rectangulaire, ben, on le voit pas. On voit pas qu'on est en train d'aller vers le rouge. Donc non, il n'y a rien à faire. En plus, sur un même plan, alors regardez, ici, il se passe exactement un autre problème qu'on a dans ce plan rectangulaire, c'est, les deux points qui se confondent. Bon, il suffit maintenant de cliquer ici pour aller chercher le deuxième point. Mais bon, c'est quand même pas très, voilà. Il n'y a rien à faire. La roue, c'est quand même quelque chose qui est fondamental en étalonnage, qui permet de reproduire les deux principes, puisque dans un plan, sachant que non seulement, oui, quand vous vous éloignez du cyan, vous ajoutez du rouge, mais alors en plus, vous allez également vous retrouver à un éloignement du vert, du bleu, du rouge, etc. Cette roue est quand même une représentation plus que parfaite pour indiquer comment vont se mêler les couleurs dans votre signal. Et là, non, il n'y a rien à faire. Cette représentation rectangulaire, c'est tout sauf pratique. Ça, on va pas se mentir. Donc voilà, bon, il était temps, soyons en clair, Apple a clairement entendu les critiques des utilisateurs et a rajouté donc des roues de couleurs. Alors, par défaut, quand vous appliquez un étalonnage, comme l'a expliqué Erwan, quelque chose d'assez pratique, par défaut, vous avez ceci qui apparaît, mais vous pouvez aller choisir dans les préférences. Ici, quelque part, voilà, correction par défaut. Et donc, plutôt que de faire correction par défaut, vous pouvez aller sur roue de couleur. Et donc là, voilà, si je reviens ici sur un premier réglage couleur, c'est tout de suite les roues qui vont s'afficher. Je vais conserver cette option parce que, vous le savez, moi je vais certainement pas travailler avec ce très peu pratique représentation rectangulaire d'FCP10. Alors, vous allez peut-être me dire, mais Corentin, sur tes tutos Resolve, tu nous as montré dans DaVinci, il y a bien des représentations rectangulaires aussi. Oui, exact, mais c'est toute la différence, pas sur des roues principales. Cette représentation rectangulaire, elle se fait sur les courbes croisées. Il y a également des courbes croisées ici dans FCP10, je vous en parle après. Et vous allez voir que sur une courbe croisée, oui, là, la représentation rectangulaire prend tout son sens. Donc alors, pour parler un peu de ces nouvelles roues de couleur. Alors, donc, ce que je trouve assez pratique, donc de base, mais voilà, on va pas se le mentir, elles sont très fonctionnelles. Elles sont, voilà, il n'y a pas de tergiversé. Donc si maintenant je passe donc sur mes intermédiaires et que j'ajoute donc ici de l'orange, je vais contre le cyan. Vous voyez, ici c'est quand même explicite que, voilà, donc on sait qu'on élimine du cyan, je m'éloigne du cyan, je vais vers le rouge orangé. Vous voyez, c'est quand même explicite, quoi. Et c'est un peu ce principe que la représentation rectangulaire d'Apple flingue un peu et qui est vraiment pas pratique. Donc voilà, ici, ben voilà, à venir corriger. Ces roues sont vraiment plutôt bien pensées. Donc tout d'abord, au niveau d'elles-mêmes, ce qu'il y a de très intéressant, j'en profitais vraiment pour vous dire ceci, c'est ce réglage ici, à côté de la roue. Alors pourquoi ce réglage est intéressant? Eh bien parce que, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans mes tutos Resolve sur les barres primaires. La différence dans DaVinci Resolve quand vous utilisez les roues primaires ou les barres primaires. Dans les barres primaires, par contre, il y a en fait un réglage de luminance qui est séparé de la chrominance. Ce qui veut dire que dans les roues, quand vous allez modifier la luminance, ainsi, vous allez, quoi que vous fassiez, vous allez agir sur tout le signal, c'est-à-dire sur tout le signal couleur. C'est-à-dire qu'il va monter de façon uniforme, comme je le fais ici, comme le fait ici DaVinci Resolve, comme le fait ici Final Cut Pro 10, il va monter de façon uniforme les trois signaux de couleur, donc les signaux RVB, avec la luminance. Or, avec les barres primaires de DaVinci Resolve, il est possible en fait de monter la luminance sans monter les trois signaux de couleur. Donc de monter juste la luminance, mais sans affecter. Et donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous avez une maîtrise quasi absolue sur votre niveau de saturation. À savoir que plutôt que d'avoir une saturation globale sur l'image, vous avez la saturation sur
les trois niveaux, donc sur vos ombres, sur votre lumière et vos intermédiaires. Alors ici, c'est moins précis, mais déjà c'est un peu ce que nous propose Apple ici en faisant ce réglage de saturation. Vous voyez, si je baisse ici la saturation et que je monte la luminance, donc j'ai monté la luminance, mais j'ai baissé les 3 signaux couleurs. Vous voyez, ici je baisse donc et je monte les 3 signaux couleurs, et pas en master, pas uniquement sur toute l'image en global, mais sur une partie de l'image. Donc vous pouvez déjà arriver de façon assez précise à agir sur vos niveaux de saturation. À quel niveau? Donc sur l'image, sur des zones précises de l'image et pas uniquement en master. Ça par exemple, c'est une option que je vous en avais parlé dans l'étalonnage primaire sous Premiere Pro Lumetri, c'est une option que le Lumetri n'a pas. N'a pas, et c'est paradoxal parce que je vous avais expliqué que l'effet de correction colorimétrique de base qu'il y avait dans Premiere, que Premiere considère aujourd'hui, qu'Adobe a considéré comme obsolète parce qu'il y avait le Lumetri, il permettait ça. Vous aviez la possibilité de pouvoir régler la saturation dans chaque niveau de couleur et pas juste en master. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même une option plutôt bienvenue. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ces roues chromatiques sont plutôt bien pensées. Elles sont assez chouettes. Et de ce que j'en ai vu, on va faire une première correction. Donc je vais passer ici sur... je vais m'éloigner du cyan, je vais aller vers le jaune orangé. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien déjà. Voilà, on peut voir ici que la correction a été bien appliquée. Vous avez également quelques réglages ici. Alors ces quelques réglages sont clairement inspirés d'Adobe Premiere Pro Lumetri. C'est exactement ce que vous retrouvez dans Premiere si vous avez le premier réglage, donc les réglages de base qui sont activés. Une température. Donc je vais prendre un autre plan. Celui-ci, par exemple, ce plan-ci, il est un peu flat, donc il faudrait le réchauffer un peu. Donc on va monter la température. Alors par contre, je trouve que cette indication numérique n'est vraiment pas claire. Pas clair du tout. Je ne sais pas sur quoi Apple se base ici pour son 6601, parce que logiquement en température, si vous mettez une indication, c'est soit un pourcentage, soit c'est les températures en Kelvin. Or, si c'était les températures en Kelvin, ça devrait être l'inverse. À savoir, elle devrait, si je refroidis l'image, elle devrait monter, et si je réchauffe l'image, elle devrait descendre. Oui, parce que c'est le paradoxe de la couleur. Le fait que nous, quand vous allez sur votre robinet, le bleu c'est le froid, le rouge c'est le chaud. On a tendance à... Évidemment, c'est facile de deviner comment est-ce qu'on a fait ce biais, c'est à cause du feu. Nous, on avait l'habitude de voir des flammes chaudes, et on avait l'habitude de voir des flammes rouges, oranges, jaunes, qui étaient chaudes. Donc on a fait ce biais de faire que rouge c'est chaud, bleu c'est froid. Alors qu'en fait, naturellement parlant, c'est l'inverse. Plus c'est chaud, plus c'est bleu. Plus c'est froid, plus c'est rouge. Donc en fait, plus vous allez avoir une température de couleur élevée, plus vous allez aller vers une dominante bleue. 5500 Kelvin, 5600 Kelvin, c'est la température, la référence du soleil donc à l'extérieur, la température de couleur du soleil. Et si vous allez vers du 3200 Kelvin, donc 3200 Kelvin, ça c'est la référence des éclairages intérieurs. Donc beaucoup plus froid en termes de Kelvin, mais beaucoup plus chaud en termes de température, de couleur par rapport à notre vision. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, on dit réchauffer une image, c'est vers le rouge-jaune, et la refroidir, c'est vers le bleu. Alors qu'en température de couleur, physiquement parlant, c'est l'inverse. Donc ici, objectivement, ce ne sont pas des Kelvins qui sont indiqués, puisque si je baisse, ici je suis à 2500, ici je suis à 10 000. Je ne sais absolument pas sur quoi Apple base son échelle numérique ici, mais en tout cas, c'est pas sur la température de couleur et c'est pas un pourcentage, c'est pas pratique. Non, sincèrement, non, je trouve. Alors donc le nuancé, lui, donc il va aller vers les deux autres couleurs. Effectivement, parce que par rapport à la température de couleur, vous allez vers le bleu ou vers le rouge-jaune. Il manque évidemment, si on va vers le bleu ou le rouge-jaune, il manque évidemment les deux autres extrémités. Vous le voyez sur le Vectorscope ici. J'en profite pour dire également qu'Apple a revu le Vectorscope qui maintenant contient lui aussi les références de couleur broadcast. Évidemment, si vous n'allez que dans un sens du Vectorscope, vous n'avez que le bleu et le rouge-jaune. Vous n'avez pas donc le vert et le magenta. Le magenta, en fait, c'est une couleur qui, physiquement parlant, n'existe pas parce que c'est la fusion du bleu et du rouge, des deux extrémités du signal, de la température du couleur. Donc pour la reproduire, il faut fusionner en fait il faudrait ramener le signal à une courbe, c'est exactement ce qu'on fait. Donc alors c'est pour ça que ici Apple a séparé les deux signaux, donc pour qu'on puisse ici faire une dominante magenta ou une dominante verte. Alors je vous le dis, il y a un cas précis où on peut trouver des dominantes magenta, naturellement parlant, c'est quand vous avez un coucher de soleil par exemple sur de l'eau et que vous avez des reflets. Il y a certains rayons lumineux qui sont absorbés, d'autres qui sont renvoyés, et voilà, c'est l'une des rares
Des rares fois où vous pouvez en fait avoir en même temps certains rayons bleus et certains rayons rouges qui sont renvoyés. Alors du coup, vous pouvez avoir certaines nuances magenta. Vous verrez que, je vous montrerai comment faire un coucher de soleil en étalonnage. Vous verrez qu'alors à ce moment-là, ben, le magenta, ça peut être intéressant comme pour recréer un coucher de soleil. Donc alors la teinte, donc je vous avais expliqué dans mon initiation à l'étalonnage, donc teinte, faire tourner le vectorscope. On voit ici que le vectorscope, il tourne sans toucher à la luminance. Alors je vais aller maintenant un instant sur les courbes. La courbe, c'est quand même l'outil, je vais dire, qui est le plus fondamental en étalonnage après la roue chromatique, qui est le plus évident. Donc, c'est bien qu'Apple nous ait enfin réadopté une courbe. Les courbes sont surtout très précises, comme je vous l'ai expliqué, pour agir déjà de façon assez précise, déterminée dans une partie de l'image, pour faire un étalonnage pseudo-localisé, en fait. Donc, alors, c'est assez pratique. Alors, je ne vais pas revenir dessus, donc vous connaissez tous le fonctionnement de la courbe. Alors, c'est là qu'il y a une petite fonction qui, moi, personnellement, m'a surpris, que je n'ai jamais vu jusqu'ici dans un logiciel d'étalonnage. C'est ceci. Ça, oui, alors c'est honnêtement, ça, je trouve, il faudra que je l'utilise un peu plus à l'utilisation bétonnée. Je vais reprendre en fait ce plan-ci, voilà, et je vais éliminer celui-ci. Je vais donc faire un étalonnage correctif de ceci directement. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, donc vous connaissez le principe de la courbe. Alors, ce qu'il y a d'intéressant donc ici, c'est que je vais pouvoir directement, on sait que la dominante ici qu'on a n'est pas bleue, elle est cyan. Ça veut dire que par exemple, si je prends ici les points intermédiaires et que je les baisse, on a tout de suite une dominante verte qui apparaît. Ce qui est tout à fait normal parce que si j'élimine la dominante bleue, bah, comme c'est du cyan, il va toujours y avoir une dominante verte. Donc alors du coup, ici, supposons maintenant, ce qui peut être pratique, c'est que si maintenant je fais ainsi et que je vais prendre le cyan, voilà, le cyan, regardons tout de suite ce que ça donne. Ah ben ça fonctionne, génial. Alors certains seraient tentés de me dire, mais non, c'est pas utile Corentin, si tu veux utiliser une seule courbe, c'est tout simple, tu prends la courbe rouge, puisqu'éliminer du cyan, c'est rajouter du rouge. Théoriquement, oui, mais comme vous voyez, le résultat n'est pas exactement le même. Alors c'est vrai que ce que je vous dis maintenant, ça peut être un peu contre-intuitif, parce que je vous ai toujours expliqué dans mes initiations à l'étalonnage, sur mes principes des couleurs, que la couleur, le signal de couleur, c'est toujours un équilibre entre les primaires, les secondaires, et que donc c'est toujours un point de vue, comme le point de vue optimiste ou pessimiste, c'est-à-dire c'est comme quand vous avez un verre qui est rempli d'un quart, le point de vue pessimiste est de dire qu'il est vide de trois quarts, le point de vue optimiste est de dire qu'il est rempli d'un quart. Donc ici c'est pareil, donc en fait que lorsqu'on a une lumière, une couleur, eh ben que c'est la même chose que de dire s'il est rouge, eh ben c'est la même chose de dire que il a enlevé du cyan ou qu'il a ajouté du rouge. C'est la même chose, ça s'équilibre. Donc le premier est le point de vue additif, le second est le point de vue soustractif. Donc maintenant ça peut être un peu contre-intuitif ce que je vous dis en vous disant que ajouter du rouge ici, ben, ça donne pas réellement le même effet. C'est un peu compliqué en fait, mais je reviendrai là-dessus. Donc en fait ici, si vous regardez, si j'utilise directement le rouge, ça fonctionne. On a déjà ici une correction qui fonctionne, mais vous voyez que c'est beaucoup plus sensible en fait. Le rouge vient beaucoup plus vite. Alors que si je pars du principe que ici je prends le cyan, voilà, et que cloc, je le baisse, vous voyez que c'est beaucoup moins sensible, c'est plus précis, et j'arrive déjà à faire une correction quasi parfaite en baissant le cyan directement. Donc ça, pour en revenir à cet ovni que propose Final Cut Pro 10, qui est de proposer directement la teinte de couleur dans une courbe, ça j'ai encore jamais vu dans un logiciel d'étalonnage. Alors je ne connais pas tout, s'il y a des gens qui ont déjà vu cette option dans un logiciel d'étalonnage, qui me le disent. Ça, je trouve ça franchement bien pensé. Donc vous avez les habituels pipettes qui vous permettent donc d'aller sélectionner une couleur. Alors donc voilà, c'est assez pratique, ça permet déjà de bien sélectionner, voilà. Voilà, ici, donc j'arrive à faire une correction déjà plus ou moins correcte. Donc les pipettes qui vous permettent d'aller sélectionner une plage de couleurs précise, vous voyez qu'il l'applique ici directement dans les courbes. C'est assez pratique, c'est plutôt pas mal. À voir si, j'ai mes habitudes d'étalonneur, à voir si c'est pas un peu un gadget. Ça peut peut-être faciliter le travail des gens, à voir si c'est pas un peu gadget. Bref, je vais utiliser encore cet outil, voir un peu ce que ça peut donner certains résultats, si on peut arriver plus ou moins rapidement à d'autres résultats. Parce que c'est vrai que nous autres étalonneurs, la plupart des étalonneurs qui me suivent, ont tous l'habitude d'utiliser des courbes RVB. C'est un peu, de nouveau, Apple a cherché à réinventer la roue, là il cherche à réinventer la courbe. Alors par contre, une option
particulièrement pratique, vraiment, vraiment, vraiment super bien pensé. Je vous en avais parlé dans DaVinci Resolve, ceux qui ont suivi mon tuto sur le RGB Mixer, c'est ceci. Donc pour ça, je vais prendre un autre outil, je vais prendre la parade. Alors en fait, si vous vous souvenez, je vous avais expliqué ça dans le RGB Mixer, d'ailleurs Erwan explique ça très bien dans son tutoriel. Donc en fait, la préservation de la luminance. Le fait est que les mêmes couleurs, hein, on s'est illustré sur la parade, n'ont pas la même luminance. Si j'agis sur une couleur, je vais agir sur la luminance. Pourquoi? Parce que si j'ai moins de rayons d'une certaine couleur, que j'élimine des rayons de certaines couleurs, bah forcément, dans le signal global, il y a moins de rayons. Il y a moins de rayons. Donc forcément, la luminosité baisse. Et c'est là qu'intervient encore le lien entre la luminance et la chrominance. Certaines couleurs... L'œil humain est plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres. Je vous avais expliqué que l'œil humain est plus sensible au vert, qu'au rouge, qu'au bleu. Le bleu, c'est la couleur auquel l'œil est le moins sensible. Donc les modifications que vous allez faire, elles vont le moins vite se voir dans le bleu que si vous le faites dans le vert. L'œil est très sensible au vert. La couleur à laquelle l'œil humain est le plus sensible, c'est le jaune verdâtre, à savoir delta 555 nanomètres. Une longueur d'onde de 555 nanomètres. Et en fait, donc ici, dans notre signal vidéo, c'est le vert qui est prédominant parce que c'est la couleur que l'œil voit le mieux. Voilà. Alors, donc ici, ce qui veut dire que si je baisse du vert, la correction va très très vite se voir. Ça implique que, regardez, si je baisse du bleu, vous voyez que les deux autres signaux ne bougent pas beaucoup. Si je baisse du rouge, les deux autres signaux bougent un peu plus. Et si je baisse du vert, les deux autres signaux bougent très très vite. Vous voyez? Alors, donc c'est ça le préserve luminance et c'est très intéressant parce que forcément, ce que font la totalité des logiciels d'étalonnage, c'est pour préserver la même luminance, pour rester au même niveau de luminance, comme vous éliminez des rayons, si vous éliminez des rayons verts, forcément ils vont compenser en ajoutant du rouge et du bleu pour rester au même niveau de luminance. Vous comprenez? Donc, alors ici, préserve luminance, ça permet justement de ne pas ajouter. Vous allez donc à ce moment-là à utiliser avec prudence parce que vous allez forcément à ce moment-là fausser la luminance de base de votre vidéo. Mais c'est super intéressant, par exemple, comme on a ici un signal bleu qui est trop élevé, regarde, vous allez voir que c'est super intéressant parce que, alors du coup, vous pouvez agir ici en baissant le signal bleu, vous voyez, ici de façon totalement indépendante. Et là, à ce moment-là, ce qu'il y a de super intéressant, si vous vous basez sur la parade RVB ou sur le waveform pour arriver à repérer où se retrouvent exactement vos niveaux, c'est super pratique parce qu'alors là, vous allez pouvoir les équilibrer de façon précise. Si je décoche ceci, forcément, si j'essaye un peu de les équilibrer, vu que les deux autres bougent, c'est pas forcément pratique. Alors donc ici, si je décoche la préservation de luminance, donc je vais pouvoir vraiment équilibrer précisément les trois niveaux. Et donc par exemple, ici, je dois monter le rouge pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Voilà, là ils sont plus ou moins équilibrés. Vous voyez tout de suite qu'on a une image quasi parfaitement équilibrée. Superbe option, ça, option qui peut être vraiment, vraiment, vraiment très pratique pour agir sur un signal de couleur précis. Donc ça, c'était pour ce qui est des courbes. Je vais éliminer cet effet. Je vais parler un peu plus maintenant des courbes croisées, parce que ici ils appellent donc les courbes teinte saturation. Et encore une fois, elles sont assez complètes. Il y a de très bonnes idées. Je vous avais dit qu'il y avait de bonnes idées dans ce nouveau Final Cut Pro 10.4. J'en profite pour rebondir à ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, à savoir concernant le plan en rectangulaire. Donc, pourquoi est-ce que ici, dans une courbe croisée, ça fonctionne? Parce que ici, dans une courbe croisée, vous n'êtes pas dans une optique d'équilibre entre les couleurs par rapport à votre signal. Vous êtes dans une optique de déjà sélectionner une teinte précise. Vous comprenez? Une teinte, une couleur précise. Alors évidemment, ça prend tout son sens ici d'être sûr de sélectionner une teinte. Et donc, ici, vous n'êtes pas en rapport d'un équilibre de couleur donc par rapport au signal. Ici, vous êtes dans le rapport d'un équilibre de couleur par rapport à une teinte. Combien j'enlève de cette teinte? Combien j'ajoute? Vous comprenez? Donc, là, vous voyez, comme dans DaVinci Resolve, un plan en rectangulaire prend tout son sens. Dans un équilibre de couleur, dans un équilibre de signal, non, ça n'a pas de sens. J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est un peu abstrait, ce que je dis, c'est un peu abstrait. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un peu de, si vous avez un peu de mal à comprendre ce que j'explique. Voilà, je vous fournirai des explications supplémentaires. De toute façon, ici, c'est vraiment pour vous donner mon regard sur ce nouveau plugin d'étalonnage. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est assez pratique, on va pas se le mentir. Donc de nouveau, on peut sélectionner manuellement, par exemple, si je veux éliminer une dose de vert. Donc ici, je vais éliminer le vert exclusivement dans le vert.
Voilà, donc là j'ai sélectionné la teinte verte et dans cette teinte verte je vais partir ici, je vais partir d'un côté du vectorscope, je vais réafficher le vectorscope ici. Donc j'ai sélectionné ce vert et alors si je décide donc d'aller vers le dessous, eh ben alors du coup je vais partir dans ce sens-là vers le jaune. Si je décide d'aller vers le haut, hein, je vais partir dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le cyan, hein, en ayant sélectionné de base toutes les zones vertes de mon image. Vous voyez, donc voilà, ça c'est assez pratique. Alors voilà, ici on peut déjà faire ce que je vous avais montré dans mes tutos Lumétrie. Donc on peut sélectionner ici la saturation la plus élevée qui est le rouge. Donc ici, si je monte, vous allez voir que ici, donc je suis sur le hue, ça veut dire je suis dans la teinte contre la teinte. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais changer la couleur du t-shirt en montant. Ouais, pas très précis. Hein, bon, cette pipette n'est pas très précise. Je vais plutôt directement aller sélectionner rouge ici, voilà. Je vais sélectionner ici, voilà, vraiment le rouge exclusivement. Voilà. Alors, comme l'a très bien expliqué Erwan, imaginez ceci, hein, d'ailleurs Première le fait, hein. Imaginez ce signal qui est en cercle. C'est d'ailleurs très intéressant dans Première Lumétrie d'avoir positionné cette courbe croisée en roue aussi. Ça c'est vraiment intéressant et c'est assez pratique. Bon, par contre, la courbe croisée du Première Pro Lumétrie n'est pas aussi détaillée que ceci, hein. On n'a pas autant de choix dans le Lumétrie. Voilà, regardez, je suis en train de changer la couleur du t-shirt. Pourquoi? J'ai dit, prends la saturation du rouge et donc c'est contre la teinte. Donc ici du coup, si je vais vers le dessus, hein, dans le rouge, je vais dans ce sens-là. Donc je vais vers le magenta puis ensuite vers le bleu. Et si je vais vers le dessous, je vais dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le jaune et le vert. Très pratique. Voilà, donc ça c'est typiquement la courbe croisée de teinte. Alors évidemment, hein, comme vous voyez, je l'avais expliqué dans mon tuto sur les étalonnages localisés dans Lumétrie. Évidemment, le problème c'est que j'agis aussi ici, parce qu'on a aussi une saturation de rouge un peu plus élevée ici. Donc là, à ce moment-là, il va falloir faire un étalonnage secondaire, un étalonnage localisé, comme je l'appelle. Et c'est là où, sous FCP10, ça coince. Oui, on va pas se le mentir, ça coince. Je vais en parler après. Ici, je pourrais prendre le rouge et sélectionner uniquement la saturation pour monter donc ma saturation du rouge. Comme vous voyez, comme ça, le t-shirt est beaucoup plus pétant. C'est assez pratique, hein, en soi. Donc ici, ces courbes, rien à redire dessus. Elles sont très pratiques. Elles sont très bien présentées. Elles sont aussi pratiques que dans Resolve. Plutôt pas mal. Alors par contre, il y a une courbe ici, j'ai pas trop compris. Bon, si, j'ai compris son utilité. À savoir, on a donc une courbe orange. Pourquoi? Je vais revenir d'ailleurs ici sur ce plan-ci. Pourquoi? C'est évident, c'est pour agir sur... Je vais passer ici sur les courbes de teinte de saturation. C'est pour agir sur la couleur de peau. Donc si je monte ici de l'orange, vous voyez que j'agis ici évidemment, comme j'ai une saturation de l'orange aussi dans le reste de l'image, forcément j'agis aussi sur le reste de la saturation orange. On devine facilement qu'Apple a fait ça pour faciliter donc les teintes de peau. Bon, en revanche, donc ici on retrouve en fait le même principe qu'avant, mais dans une courbe croisée. Là, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt, sachant que l'intérêt d'une courbe croisée, c'est justement déjà d'agir dans une saturation particulière. Donc pourquoi mettre une teinte particulière pour la saturation? Ça, j'ai pas trop compris. Pourquoi mettre en fait toute une courbe croisée pour une couleur particulière, alors que c'est précisément l'intérêt d'un plan damier comme ça. Est-ce que ça peut être plus précis? Je ne sais pas. Voilà, j'ai du mal à comprendre l'utilité. Je vais encore expérimenter, mais j'ai du mal à comprendre l'utilité. Pour continuer donc dans les nouveautés, donc maintenant que j'ai un peu vu les différents outils d'étalonnage, rapide, hein, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir les tutos d'Erwan. Les nouveautés également, donc il y a ici... Enfin, ça manquait beaucoup dans les anciennes versions d'FCP10, la possibilité donc d'animer ces couleurs. Ça, c'était clairement quelque chose qui manquait avant. C'est aujourd'hui chose corrigée, puisque... je vais appliquer une correction ici, puisque nous avons ici la possibilité d'animer, hein, je vous renvoie encore vers les tutos d'Erwan qui expliquent ça très bien, comment est-ce qu'on fait, d'ajouter d'animer. Donc ça va aider déjà pas mal de gens, surtout les monteurs, hein, sur vos vidéos, pour corriger les soucis de flash et de nuages. C'est assez précis en plus, hein, si on fait ici afficher l'animation. Voilà, on a ici
enfin l'animation des roues de couleurs qui s'affichent. Donc ça va être très pratique pour les monteurs. Je dirais donc grosso modo que ce nouveau plugin d'étalonnage de Final Cut Pro 10 est assez complet, très complet même en ce qui concerne vos étalonnages primaires, vos étalonnages global, donc sur toute l'image, correctif et lookage. Bon, alors je vais aller un peu maintenant du côté de ce qui fâche. Là où ce plugin d'étalonnage d'FCP10 est un peu a encore quelques faiblesses, c'est notamment au niveau de l'étalonnage de continuité. Pourquoi? On a toujours la fonction automatique d'Apple qui est ici, correspondance des couleurs. Donc voilà, si je choisis ici le plan, j'applique, voilà, il y a la correction qui est faite pour que ça corresponde automatiquement. Bon, soyons en clair, ouais, c'est super, appliquer la correspondance. Non, c'est un outil automatique. Un outil automatique, ça peut être rapide, ça n'est jamais fiable. Il va falloir faire votre correction manuelle. Alors vous allez me dire là, mais Corentin, où est le problème? C'est pas grave, on prend ce plan-là et on va sur la roue, on va sur les roues, on corrige. Oui, ça je suis bien d'accord. Le problème, c'est au niveau de la comparaison entre les deux plans. Oui, parce que Apple a réactivé donc le moniteur source depuis la version 10.06. Le problème étant, c'est ce moniteur-ci, on pourrait se dire donc voilà, et c'est pour moi incompréhensible qu'Apple n'intègre pas la possibilité dans ce moniteur source d'afficher un plan de la timeline. Parce que c'est ça le problème en fait. Vous n'allez pas pouvoir afficher les plans de votre timeline dans ce moniteur-là. Et honnêtement, c'est incompréhensible parce que regardez ici, alors ce qu'il suffirait de faire, si on affiche les instruments vidéo et qu'on prend la présentation verticale, à ce moment-là, vous voyez, on aurait vraiment un espace de travail particulièrement efficace avec même la comparaison des deux waveforms directement. Vous voyez, on pourrait le faire directement et ce serait super pratique vraiment pour la continuité. Or, comme je vous l'ai dit, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas afficher le plan de la timeline. Vous ne pouvez afficher que les plans du navigateur. Donc, autrement dit, si vous voulez comparer deux plans pour la continuité qui se suivent dans la timeline, c'est pas possible. Donc, c'est là où oui, ça coince. De ce côté-là, Apple doit toujours... pourtant, c'est une option qui serait tellement simple de pouvoir afficher ce plan dans de pouvoir afficher un plan de la timeline dans le visualiseur ici. Et alors à ce moment-là, comparer les deux et pouvoir donc, sur l'un et sur l'autre, on sélectionne ici, donc voilà. Bref, ce qui manque encore dans Final Cut Pro 10, c'est un moniteur de référence. Donc voilà, là, voilà. Pas de moniteur de référence, c'est une lacune, et concernant la continuité, c'est pas génial. Donc voilà, ça c'était pour une première lacune que j'ai remarqué dans ce nouveau plugin d'étalonnage, qui est pourtant assez complet. La deuxième chose qui fâche, qui est assez embêtante, c'est concernant les étalonnages secondaires, donc les étalonnages localisés, comme je vous l'ai expliqué dans Lumetri. Pour ça, Lumetri, lui, est déjà assez complet et plutôt bien fichu. Je vais aller une fois sur ce plan-ci. On va faire un premier étalonnage correctif, un premier étalonnage donc basique. Donc en l'occurrence, on a une dominante un peu trop bleue. Donc sur le master, je vais passer ici sur l'orange. Voilà, ça c'est déjà une correction qui fonctionne. Il n'y a pas assez, c'est pas assez éclairé, donc je vais monter un peu les hautes lumières. Je vais monter un peu le master aussi peut-être. Je vais rebaisser les basses lumières. Voilà, pour rajouter un peu de contraste léger, pas trop. Surtout ce qui nous manque ici, donc côté de la couleur, c'est plutôt pas mal. Ce qui nous manque ici, c'est plutôt la saturation. Donc je vais grimper la saturation globale. Voilà, je vais réafficher d'ailleurs l'instrument vidéo. Je l'ai réaffiché en vertical. Voilà, donc une première correction qui fonctionne plutôt bien. Là, peut-être que la dominante est un peu trop rougeâtre, donc dans les intermédiaires, je vais revenir un peu vers le cyan. Et un peu vers le bleu, vers le cyan. Voilà, ça me semble correct. Voilà, donc ça me semble un étalonnage correctif de base qui est plutôt convenable. Alors maintenant, supposez, donc on peut toujours utiliser les courbes croisées pour agir dans une zone de luminance, une plage de luminance, une plage de chrominance précise, mais pour ce qui est des étalonnages maintenant secondaires, donc localisés, à ce moment-là, il va falloir donc utiliser les masques. Nous avons toujours la possibilité ici de créer un masque de forme. Donc alors, ce masque de forme est, oui, suffisant si vous voulez déjà isoler une zone de l'image, soit en cercle, soit en ellipse, soit en carré, en rectangle. Pour ça, il fonctionne plutôt bien. Et il a aussi évidemment les contours progressifs ou la rotation. Donc ça, c'est plutôt... Cette forme est déjà plutôt pas mal. Ça, oui, on va pas se le mentir. Mais le problème, c'est...
voilà, vous ne pouvez faire donc ici que des formes en carré, en ellipse, en cercle. Impossible donc de faire un masque personnalisé, parce que oui, très souvent vous allez vous retrouver avec des formes un peu aléatoires. Et ça, bah, de nouveau, c'est con, parce que voilà, donc ici par exemple, supposez que moi ce que j'ai envie de faire, je vais éliminer ce masque-ci. Moi, ce que j'ai envie de faire, par exemple, justement, c'est quelque chose qui prend tout Marlène, hein, ici, donc j'invente, hein, j'en aurais pas besoin dans un cas comme ça. Donc, c'est vraiment un masque ici qui prend ici plutôt, qui contourne ici donc Marlène et qui isole un peu de la voiture. Eh ben, ça, un masque personnalisé de Bézier avec des, bah, vous pouvez pas faire dans votre étalonnage. Et c'est con parce que si on va dans les effets. Apple propose bien des masques plus avancés, hein, des masques ici qu'on peut faire, des masques de tracé par exemple. Celui-ci, hein, voilà, hein, c'est celui-ci. Hein, donc je vais retourner ici et je vais aller sur ce masque. Et donc voilà, on peut créer ici des masques personnalisés. Voilà, hein, je fais n'importe quoi. Hein. Ici c'est pour, voilà, c'est pour vous montrer. Mais le problème c'est, voilà, ce masque, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer sur votre étalonnage. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, il n'est pas possible d'appliquer un effet de masque comme ça sur votre étalonnage. Ce que vous êtes donc forcé de faire, alors à ce moment-là, hein, je vais supprimer ce masque que j'ai fait, c'est donc de dupliquer le plan, ici. De dupliquer ce plan au-dessus et agir donc dans la zone avec votre masque personnalisé que vous voulez. Ce qui est vraiment pas pratique. Mais alors pas pratique du tout. Je vous rappelle que dans Premiere, avec le Lumetri, il suffit simplement de cumuler plusieurs Lumetri. Et donc là, vous allez pouvoir, sur un même plan, directement dans ce Lumetri, appliquer un masque et appliquer donc une correction secondaire. Ce n'est pas possible de le faire ici. Et ça, c'est très dommage. La deuxième chose, la deuxième faiblesse, c'est ceci, le masque de couleur. Alors, à la limite, j'ai envie de dire, au niveau de la pipette... Hein, c'est pas mal d'avoir l'idée de la pipette, donc on maintient enfoncé, on glisse pour prendre une partie de couleur exclusive. C'est plutôt bien pensé. Il y a aussi le soft qui existe ici, mais voilà. Cependant, la faiblesse de ce masque de couleur, c'est vraiment que on peut pas afficher le masque. Donc on peut pas afficher le cache sur l'image. C'est-à-dire que quand vous voulez contrôler votre masque, le soft, etc. J'ai pas trouvé d'option d'afficher le cache du masque que vous êtes en train de faire. Ce qui est vraiment pas pratique parce que alors du coup vous pouvez pas contrôler votre softness et l'espace de couleur exact que vous avez sélectionné. Donc ça c'est, disons-le, c'est pas pratique, vraiment pas pratique du tout. Le second point, vous n'avez pas la possibilité de choisir, comme par exemple sur Premiere, dans le TSL secondaire, une plage de couleurs par teinte, saturation, luminance, de façon précise, et de faire un soft dans chacun des réglages. Donc ce masque est très peu précis. On va pas se le cacher, franchement, il n'est pas utilisable, hein, clairement pas. Franchement pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, et c'est dommage, quoi. Apple devrait vraiment rajouter, parce qu'on a déjà un plugin ici, des outils, des courbes assez performantes. Apple devrait vraiment rajouter ici la possibilité des personnalisations de masques de couleurs plus avancées, s'ils veulent qu'on fasse des étalonnages secondaires un peu plus poussés. Donc voilà, bon, je crois que la vidéo commence à être un peu longue. Je crois que je vous ai bien expliqué, là, moi, personnellement, un peu ce que j'ai pu expérimenter, que je trouve pas mal. Donc, mon point de vue sur ce plugin, ce nouveau FCP 10.4. Là, je voulais revenir sur une dernière chose. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais il est possible maintenant dans Final Cut Pro 10 également. Donc il y a une gestion avancée des luttes quand on va dans l'inspecteur, si je ne m'abuse. Voilà, donc il est possible ici directement d'appliquer les luttes. Je vous invite encore une fois à aller voir le tuto d'Erwan qui explique ça très bien. Voilà, et donc il y a un point aussi qui est vraiment bien, vraiment pas mal du tout. Je pense pas... Donc Erwan vous a bien parlé du HDR, etc. Je vous renvoie encore une fois sur ces tutos pour en savoir plus à ce sujet. Alors par contre, il y a un point que je pense pas qu'Erwan ait dit, tout du moins, j'ai pas regardé tous tes tutos. Donc Erwan, si tu regardes ceci, excuse-moi si tu en as parlé, j'ai pas vu. Mais c'est que Final Cut Pro 10 maintenant gère également l'Aces. Je vous en avais parlé dans un dernier tutoriel. L'Aces, c'est une color science, c'est une manière donc de restituer les couleurs et de les calculer, qui est cette fois spécifique post-prod, c'est-à-dire qui n'est pas lié à un caméscope, qui n'est pas lié à un moniteur, donc qui n'est pas une norme de diffusion, une norme de captation, mais qui est vraiment une norme de travail d'étalonnage. C'est le ACES Academy Color Encoding System. Ça, c'est plutôt vraiment pas mal pour arriver à agir sur des couleurs de façon précise. Mais tout ça, ça nécessite vraiment des tutos à part entière pour que je vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Et je pense que tout ça va être intéressant également parce que ça m'a donné également des idées pour la suite des tutos sous Resolve.
Donc, sous Resolve, je crois que comme on va rentrer, comme vous avez déjà une bonne formation Resolve sur l'étalonnage, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, à savoir le détail de ce qui est donc des options avancées, de la gestion de l'ESIS, la gestion de l'HDR dans Resolve, etc. Voilà, écoutez, je pense que je vais en rester là pour cette première vision du plugin d'étalonnage de Final Cut Pro 10. Comme ça, vous avez mon regard d'étalonneur sur ce nouveau plugin qui est, je pense, assez complet. La vidéo a duré assez longtemps, je pense. Je vais vous laisser. Donc, je vous donne rendez-vous en 2018 parce que je compte bien partir en vacances de Noël pour le premier volet de ces tutos de ma part sur le Final Cut Pro 10, donc ce nouveau plugin d'étalonnage de Final Cut Pro 10. Je vous remercie d'avoir suivi cette première analyse de ma part sur ce nouveau plugin d'étalonnage. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions, hein, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Merci à tous et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.